Eh bien bonjour chers amis auditeurs, bienvenue dans notre rendez-vous fidélité, le premier de cette dernière semaine avant les fêtes de Noël. Alors que les vitrines scintillent, que les familles préparent leurs retrouvailles, nous allons parler de ceux pour qui Noël rime avec solitude. En France, 2 millions de personnes âgées souffrent d'isolement. Derrière les rideaux tirés de nos villes et de nos campagnes, ils sont nombreux à redouter cette période censée être la plus chaleureuse de l'année. Alors comment leur redonner le goût de la fête? Comment transformer cette période parfois douloureuse en un moment de partage? C'est ce qu'on va découvrir avec nos invités. Et pour en parler, autour de la table, j'accueille Yann Lanier, délégué général des Petits Frères des Pauvres, association qui lutte depuis 1946 contre l'isolement des personnes âgées. Bonjour Yann. Bonjour Simon. Jeanne-Marie Coé, bonjour. Vous êtes bénévole pour les Petits Frères des Pauvres ici en Loire-Atlantique. Bonjour. Bonjour. Et puis nous sommes aussi accompagnés par Sophie Braun. Vous êtes psychanalyste. Vous nous aiderez à comprendre les mécanismes de la solitude durant cette période particulière des fêtes. Bonjour Sophie. Bonjour. Le rendez-vous fidélité. Et pour commencer, je vais me tourner un petit peu vers vous, Yann Lanier. Les chiffres sont aujourd'hui alarmants, on peut le dire. 2 millions de personnes âgées isolées en France. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, Yann ? Eh bien, Simon, vous vous en doutez, c'est une construction qui est longue. On a des personnes qui deviennent isolées et d'autres qui le sont toute leur vie. Et en même temps, nous sommes dans un pays où ces questions d'isolement social sont encore insuffisamment étudiées. Les chiffres des Petits Frères des Pauvres, comme vous le savez, font référence aujourd'hui, notamment sur l'isolement des plus âgés. Je rappelle toujours que au-delà des âgés isolés, nous avons aussi de l'isolement social à tous les âges de la vie. Donc cette question de l'altération du lien social, de la perte des liens sociaux, elle est un sujet éminemment politique au sens de l'organisation de nos sociétés. Et effectivement, l'âge peut être un facteur qui va augmenter le risque de voir son isolement exister. Ça peut être avec des moments clés de la vie qui sont mal anticipés, celui de la perte de son travail ou celui tout simplement de la retraite, de manière plus douloureuse, celui du veuvage, qui est un moment aussi, s'il n'est pas suffisamment entouré, où des personnes peuvent basculer dans un isolement social important. Il y a tout un tas de situations possibles, mais vous avez cité le chiffre, Simon, 2 millions de personnes qui vivent avec au moins 2 des 4 cercles de sociabilité totalement altérés et 530 000 personnes en situation de mort sociale dans notre pays. Ces chiffres sont ahurissants. Il y a aujourd'hui un profil, entre guillemets, de ces personnes qui seraient les plus touchées. Il y a un profil type qui ressort où, au fond, ça peut concerner n'importe qui dans notre société. Alors, aux Petits Frères des Pauvres, Simon, comme vous le savez, nous consacrons aux personnes les plus en précarité. Donc, nous avons une sorte de biais par rapport au profil des personnes que nous accompagnons. Mais on peut aussi être isolé et ne pas manquer de moyens financiers. Mais ça, c'est pas forcément le public auquel les Petits Frères des Pauvres se consacrent. Cependant, nous avons une surreprésentation de femmes aujourd'hui dans les personnes âgées isolées, ce qui s'explique par encore pour les générations au-delà de 75-80 ans avec des différences d'espérance de vie. Donc on a des explications de ce type-là, mais effectivement on sait que les femmes peuvent être beaucoup plus fragilisées par des accidents de la vie de toutes sortes, notamment des divorces qui font que elles vont être plus enclins à vivre de l'isolement social et de la perte massive de revenus. Sophie, je me tourne vers vous. Pourquoi, pour vous, les fêtes de fin d'année sont-elles particulièrement difficiles à vivre pour les personnes qui sont les plus isolées ? Alors, je voulais déjà peut-être ajouter quelque chose à ce que vous venez de dire. Effectivement, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle « La tentation du repli », qui parle notamment des adolescents, des phobies scolaires par exemple. On a beaucoup de mal aujourd'hui à évaluer le nombre de gens qui sont isolés, parce que les noms que l'on donne sont très différents pour chaque phénomène. On parle de phobie sociale, on parle de phobie scolaire, on parle de dépression, on parle de burn-out.
Et puis il y a tous ces gens invisibles qu'on ne voit pas. Et en réalité, je crois que ça fait peut-être plus que 2 millions de gens qui vivent en situation d'isolement aujourd'hui. En tout cas, c'est vraiment des chiffres qui sont très très forts. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose du sens de la relation aujourd'hui qui est attaqué par notre vie moderne. Quelque chose qui est pourtant de l'élan vital, parce que l'être humain, il vit dans la relation. Et si il perd le sens de la relation, je pense qu'il perd très très profondément son élan vital. Et là, il y a un phénomène, je crois, qui est extrêmement inquiétant, alors qu'il est lié bien sûr aux nouvelles technologies, qui est lié, mais plus profondément que ça, à un individualisme très très fort qui se développe, et qui se développe au détriment du collectif et de la vie ensemble et de la relation. Donc je pense que c'est vraiment un phénomène très très inquiétant dont nous parlons ce matin, bien au-delà des fêtes de Noël. Après, dans ce que vous disiez aussi, je crois que la question de la honte, elle est très très forte. Être seul au moment des fêtes, il y a quelque chose qui est vécu comme étant honteux et donc comme étant extrêmement difficile à supporter. Et si on ne peut pas, aujourd'hui on met la barre très haut pour les fêtes, il faut être ensemble, il faut consommer, il y a toute cette question de la consommation bien sûr qui joue aussi, et je crois qu'il y a quelque chose, si on ne peut pas faire ça, alors on ne va rien faire. Pour revenir à la question que vous me posiez, pardon j'ai été un petit peu longue, sur pourquoi c'est plus difficile à Noël, je crois que c'est un symbole, et qu'aujourd'hui on a besoin de partager des symboles, et que c'est particulièrement difficile effectivement il y a très peu de symboles collectifs aujourd'hui qui demeurent comme ça, des symboles que nous partageons. Et s'il y a un symbole vivant que nous ne pouvons pas partager ou nous nous sentons seuls, alors évidemment on le ressent encore plus douloureusement. Est-ce que vous considérez, Sophie, que d'une certaine façon, il y a une image aussi un petit peu idéalisée de Noël qui pourrait rajouter une forme d'impact supplémentaire ? Oui, bien sûr, à Noël, tout le monde doit être gentil, les uns avec les autres, et on doit s'aimer. Moi, j'ai une amie qui dit en riant que Noël, ça a été conçu pour les psychanalystes ou par des psychanalystes, parce qu'en fait, on travaille 1 an avec les gens sur leurs relations familiales, sur les relations des uns avec les autres, et puis il y a Noël, et puis souvent, ça se passe pas très bien. Ça peut bien se passer, bien sûr, mais ça peut aussi être assez difficile, les soirées de Noël, par exemple. On n'a pas le cadeau qu'on espérait, on trouve qu'il y en a un qui a un cadeau plus beau que l'autre, on n'est pas accueilli comme on voudrait. Maintenant, il y a toutes les questions de famille recomposées. Où est-ce qu'on va ? Est-ce qu'on va chez la belle-mère de l'un, chez le beau-père de l'autre ? Enfin, c'est très très compliqué. Les gens en parlent dans nos cabinets pendant des mois avant Noël. Et donc souvent, ça se passe pas bien par rapport justement à cette image idéale dont vous parlez. Et quand ça se passe pas bien, c'est beaucoup de souffrance en fait pour les gens. Et donc Noël est à la fois une fête qui a une image comme ça, un peu idéalisée, un peu merveilleuse, et dans la réalité, c'est souvent assez violent, si je peux poser ce mot-là, et finalement beaucoup de souffrance pour les gens. Jeanne-Marie, je me tourne vers vous. Comment ça se passe justement, vous qui êtes pour le coup sur le terrain, bénévole aux Petits Frères des Pauvres, et ici en Loire-Atlantique, et j'ai une pensée pour les auditeurs qui nous écoutent en Eure-et-Loire pour Radio Grand Ciel, mais au fond on peut parfaitement transposer ce que vous vivez sur le territoire ici chez eux. Comment on repère des personnes isolées ? Comment est-ce qu'on travaille concrètement sur le terrain quand on est bénévole pour les Petits Frères des Pauvres comme vous ? Eh bien, il y a beaucoup de façons différentes qui nous sont... J'ai un petit problème de retour. Oui, il y a beaucoup de façons différentes de rencontrer ces personnes qui sont isolées. Bon, elles se signalent elles-mêmes, ou bien elles nous sont signalées par des intervenants à domicile, par des médecins, par les voisins, quelquefois. Et à chaque fois, ces personnes, on va aller les rencontrer, on va essayer de voir avec elles leur situation, déterminer leurs besoins, entre guillemets, savoir si elles veulent avoir une personne qui vient à leur domicile, discuter avec elles, si elles veulent participer à des activités. Donc voilà, c'est tout simple, mais c'est vrai que c'est une petite chose au milieu beaucoup d'autres choses. C'est facile d'établir le premier contact ? Alors, déjà, c'est quelque chose qu'on fait à deux,
parce que c'est plus facile. À 2 personnes, on essaie de les rencontrer. Quelquefois, elles sont signalées, mais elles ne veulent pas nous voir. Elles n'ont pas envie de nous voir parce que tout simplement, c'était pas leur souhait à elles. Et c'est quelque chose qu'on rencontre plus fréquemment. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je participe aux évaluations depuis de nombreuses années. Et là, cette année, on a eu beaucoup de refus. Peut-être la honte, comme disait tout à l'heure madame. Il y a certainement quelque chose socialement qui fait que ils hésitent. Ils disent le mot petit frère des pauvres leur fait peur quelquefois aussi. Et Yann Lanier, votre association organise depuis maintenant plus de 75 ans des réveillons. Comment est-ce qu'on crée la magie de Noël pour ces personnes isolées? Est-ce qu'on peut mettre en lumière des actions concrètes qui ont été menées jusque-là justement par les petits frères des pauvres? Mais Simon, à travers le témoignage de Jeanne-Marie, ça me permet tout d'abord de la saluer et puis à travers elle de saluer et de remercier l'ensemble des bénévoles de notre association qui, encore une fois, c'est important de le rappeler, agissent tout au long de l'année. Et effectivement, quand nous prenons en charge, après tout un processus que Jeanne-Marie a effleuré, des personnes qui sont en situation d'isolement social, notre objectif, c'est de les remettre dans la vie, c'est de recréer un cercle de relations sociales autour de ces personnes et de faire en sorte que leur journée, leur semaine, leur mois puissent être à nouveau emplis de ce qui fait à nous tous nos vies, celle d'avoir des sorties, des occasions, des gens à rencontrer, des interactions sociales. Et Sophie le rappelait dans son intervention tout à l'heure, ces interactions sociales, ce lien social, nous sommes des animaux sociaux, si je peux me permettre l'expression. C'est ça qui nous fait aller autant que faire se peut bien dans la vie. Alors Noël, c'est vrai que c'est un moment particulier parce que effectivement la fraternité est une valeur souvent mise en avant pendant cette période des fêtes de fin d'année. C'est une période où beaucoup de responsables publics ont des attentions en direction de ceux qui sont les plus isolés dans notre société. Alors, c'est notre cas aussi, mais nous, on essaye de le traduire dans les faits. Donc, nos équipes, il y a un peu plus de 420 équipes des Petits Frères des Pauvres partout sur le territoire, en métropole, et puis depuis cette année, dans quelques-unes de nos outre-mer également, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, en Guyane. Eh bien, on essaye de faire en sorte que personne à Noël, le 24 et le 25 décembre, ne puisse être isolé. Alors, il y a bien sûr des équipes qui se lancent dans des grands réveillons, dans des grands moments festifs, mais il y a des choses beaucoup plus simples et Jeanne-Marie le rappelait, on a aussi des personnes qui, soit parce que c'est encore compliqué pour elles, soit parce qu'elles avancent beaucoup en âge, ne sont pas forcément, n'attendent pas forcément la fête, le bruit, le monde, etc., mais une simple intention avec quelqu'un qui vient partager un moment avec eux. C'est 2 jours importants où effectivement le fait d'être seul se ressent beaucoup plus qu'à une autre période de l'année. J'imagine qu'il faut arriver aussi à s'adapter au contexte. La période post-Covid a été totalement différente de ce que l'on vivait avant. L'isolement a été encore plus marqué qu'il ne l'était au départ, non ? Je crois que c'est, Simon, comme la question de l'isolement, on n'a pas encore complètement compris et analysé. Alors, je ne suis pas un universitaire, mais je crois que les modifications du lien social né du post-Covid peut-être nécessiteront une petite dizaine d'années pour comprendre ce qui s'est passé dans nos sociétés. Nous, dans les associations au sens large du terme, on a vu que ça a correspondu avec une modification de l'engagement bénévole. En tout cas, et pas forcément toujours dans le mauvais sens d'ailleurs, parce que quand on parle de ça, on a toujours l'impression ou de laisser à penser qu'il y a moins de bénévoles. Il y a des bénévoles qui s'engagent différemment. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui s'engagent, notamment aux Petits Frères des Pauvres, mais en tout cas, l'organisation et la structuration de l'engagement bénévole a beaucoup bougé avec le Covid. Et puis, puisque Sophie est psychanalyste, sans vouloir forcément orienter notre conversation là-dessus,
le post-Covid, alors je ne sais pas si c'est heureux, mais en tout cas le fait qu'on en parle partout aujourd'hui me semble être un progrès. Cette question de la santé mentale, dont on voit combien le Covid a été un facteur qui a abîmé beaucoup de la santé mentale de nos concitoyens, combien cette question-là aujourd'hui est sortie du tabou en quelque sorte. Et effectivement, nous-mêmes, auprès des personnes que nous accompagnons, nous sommes souvent confrontés à des personnes qui vont développer un certain nombre de pathologies ou pour lesquelles nous constatons que le fait d'avoir eu des rapports sociaux extrêmement faibles et altérés pendant des années fait que on ne recrée pas ça en claquant des doigts. C'est des choses auxquelles on est attentif parce que moi je suis aussi attentif à nos bénévoles et parce que c'est eux qui sont en première ligne là-dessus et en tout cas c'est des choses qu'on travaille, y compris en termes de formation chez nous. Alors on a aussi des gens qu'on remet très très vite dans un cercle de relations sociales et qui ne sont pas tous avec des difficultés, mais je vois et nous remonte de plus en plus de situations complexes et difficiles. Et ça, c'est un facteur de préoccupation, en tout cas pour nous. Et Sophie, justement, j'aimerais bien vous faire réagir à ce que vient d'expliquer Yann. Vous avez vu, vous, typiquement, un avant-après Covid. Il y a des répercussions que l'on sent toujours aujourd'hui en fin 2024 ? Oui, bien sûr, et je pense qu'on commence à les percevoir vraiment. On a été un peu sous le choc pendant longtemps et on commence à réfléchir un peu à ce qui s'est passé. Moi, je pense que ce sont des phénomènes néanmoins qui existaient déjà bien avant. Et ce sont comme des ruisseaux, en fait, qui avançaient déjà. L'individualisme, la question de l'isolement, la perte du sens de la relation. On le voit, l'atomisation des familles. Par exemple, le nombre de mamans solo, de parents solo aujourd'hui, c'est énorme en France. Et donc, ce phénomène-là existait déjà bien avant le Covid, le phénomène de l'isolement et de la perte de la relation. Le Covid est venu amplifier ça, comme s'il mettait une loupe en fait sur ce phénomène, et il l'a amplifié aussi. Donc, on est aujourd'hui dans quelque chose qui est vraiment terrible sur la question de l'isolement, parce qu'il y a ces phénomènes qui existaient déjà avant, et il y a en plus tous les phénomènes post-Covid. Et donc les deux ensemble, c'est vraiment absolument terrible. Et on le voit chez les jeunes, on le voit chez les moins jeunes, on le voit chez les personnes âgées. C'est vraiment terrible. Plus, encore une fois, toute la technologie qui permet cela. Moi, j'ai des patients assez jeunes qui travaillent, mais dans une forme d'isolement, parce que l'action du télétravail, par exemple, a évidemment ajouté amplement ça, qui rentrent le soir et qui regardent des séries à la télé et qui finalement me disent « les séries, c'est ma famille ». C'est-à-dire qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui n'est plus très distinguable entre la vie réelle vécue et une espèce de vie par procuration. On voit des gens vivre, on s'attache à eux, on est triste quand la série s'arrête. Mais c'est un phénomène qui est absolument immense aujourd'hui, auquel il faut résister. Il y a tous ces phénomènes d'addiction aussi au téléphone, aux séries, enfin voilà. Et ces phénomènes d'addiction renforcent évidemment l'isolement et viennent à la place de la relation humaine. Ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos, je trouve, quand on vous écoute sur ce point-là. Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur nos fêtes de Noël. Vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous voyez les gens défiler dans le cabinet, ce moment particulier de l'année peut occuper les conversations déjà plusieurs mois auparavant. Ça veut dire que ces fêtes, elles réveillent souvent des souvenirs, des blessures éventuellement. Est-ce que il faut accompagner ces émotions peut-être différemment de ce que l'on ferait dans le reste de l'année ? Oui, certainement. Vous parliez tout à l'heure, Yann, de la fratrie, du fraternel. Le fraternel, c'est la plus belle des choses, c'est la plus belle des valeurs. Et on le sait aussi depuis Abel et Caïn, c'est aussi ce qui comporte éventuellement la plus grande des violences. Donc, c'est pas si simple que ça. Il y a toujours les deux aspects dont il faut tenir compte. Et dans les familles, il y a cette envie de se retrouver, d'être ensemble, et cette fraternité merveilleuse. Et il y a également tout peut-être l'enfance avec le chouchou, celui qui était moins chouchou, celui qui, les filles, les garçons, les différences de traitement, les différences d'âge, des formes de jalousie, etc. Et tout ça, je crois effectivement, le soir de Noël, le midi de Noël,
ça peut revenir très très fort parce que la magie de Noël, c'est qu'on redevienne des enfants. Alors on redevient des enfants, mais avec aussi tout ce qu'on a vécu, et vous le dites très bien, comme enfants, avec nos blessures aussi d'enfants. Et donc tout ça est là, et peut-être que si on n'y fait pas assez attention, ou si on n'est pas assez conscient soi-même, hein, parce que c'est peut-être pas aux autres d'y faire attention, c'est peut-être à soi-même aussi d'y faire attention, et d'avoir travaillé un peu ces blessures d'enfants pour que justement ça ne vienne pas entacher la fraternité des soirées de Noël. Mais si on n'a pas suffisamment travaillé ça, alors oui, les blessures, elles sont là et elles sont souvent assez vives. Je rappelle à nos auditeurs que nous revenons ce matin dans le rendez-vous fidélité sur ces moments particuliers, des fêtes de Noël, des fêtes de fin d'année où la solitude, l'isolement peut venir avoir des répercussions relativement particulières, peut-être même différentes de celles qu'on peut connaître tout au long de l'année. Jeanne-Marie Coé, vous qui êtes bénévole de terrain des Petits Frères des Pauvres, est-ce que vous avez des moments un petit peu particuliers que vous avez pu vivre sur ces moments-là, des fêtes de Noël, des fêtes de fin d'année, qui amène à avoir un regard un petit peu différent sur ces moments à partager tous ensemble? Déjà les personnes que l'on accompagne de manière régulière toute l'année, ces personnes-là, on commence déjà à parler de Noël au mois de septembre, dès qu'on a fini les vacances. Et c'est très net, quoi. Ils commencent à dire, mais cette année, est-ce qu'il y aura quelque chose à Noël? Est-ce qu'on va se retrouver? Est-ce que telle personne va venir, ou celle-ci, ou une autre? En définitive, bon, le leitmotiv, c'est, pour les petits frères, c'est notre famille. Donc, Noël, ça sera tous ensemble et on veut pas qu'il en manque. C'est un petit peu ça, déjà. Et puis, c'est vrai que ça fait remonter beaucoup, beaucoup de souvenirs. On a des personnes qui nous ont dit récemment, moi, Noël, j'ai jamais connu ça. J'étais tout seul, j'ai perdu mes parents ou j'ai perdu une maman. Et puis, j'ai jamais fêté Noël. Jamais, même quand je travaillais, j'ai jamais fêté Noël. Et puis là, maintenant, Noël, c'est avec les petits frères. Et puis c'est un moment où on s'amuse, où on chante ensemble, où il y a de la joie, voilà. Donc, moi, des exemples particuliers, non, pas trop. Mais c'est vrai que c'est vraiment le point qui les intéresse le plus après les vacances. Oui, on voit bien l'impact que ça a quand on vous écoute. Vous considérez d'une certaine façon que, alors le mot est peut-être beaucoup trop fort, mais est-ce que c'est une période, un moment qui transforme un petit peu les gens, la première fois qu'ils participent typiquement à ce moment-là de l'année, il y a un avant, il y a un après? Oui, tout à fait. Alors tout à fait, parce que les personnes qu'on accompagne pour la première fois, et quand ils viennent pour Noël, ils disent on pensait pas que c'était comme ça. On pensait pas que c'était aussi joyeux, qu'on allait retrouver, qu'on allait parler du passé, qu'on allait parler de l'avenir ou d'autres choses. Et puis il y a aussi les personnes qu'on n'accompagne pas pendant l'année, mais qui nous sont signalées juste au moment de Noël et qu'on va accueillir pour le repas. Pour le grand repas, on en a 4 cette année sur notre territoire qui nous ont été signalés par les services sociaux. Ces personnes-là, on va avoir un petit peu plus d'attention pour elles parce qu'on les connaît pas et peut-être qu'on va aller faire leur connaissance et peut-être qu'après on les accueillera chez les petits frères des pauvres, on n'en sait rien. Yann Lanier, je reviens vers vous. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'action des Petits Frères des Pauvres ne se limite pas, bien évidemment, à ces réveillons de Noël. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des actions qui sont mises en place tout au long de l'année? Est-ce qu'il y en a certaines qui nous amènent, comme on est actuellement dans le temps de l'Avent, doucement vers cette période des fêtes de Noël et des fêtes de fin d'année en général? Comment ça se passe chez les Petits Frères des Pauvres? Alors Simon, tout d'abord, je le rappelle également, l'action des Petits Frères des Pauvres, c'est d'abord et avant tout des bénévoles qui s'engagent dans notre association pour agir concrètement sur ces questions d'isolement social et notamment d'isolement social qui touche les personnes âgées les plus précaires et les plus vulnérables. Vous le savez, Simon, on sort à l'occasion du 1er octobre chaque année. Le 1er octobre, c'est la Journée internationale des personnes âgées. Un rapport, il porte quelquefois sur l'isolement social et puis on sort un baromètre de l'isolement social. C'est les chiffres que vous citiez
évoqué en début d'émission. Et puis, nous sortons également des rapports thématiques, et celui de cette année, de 2024, était consacré à la pauvreté des personnes âgées. Ça me permet de rappeler notamment que sur les 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté dans notre pays, 2 millions ont plus de 60 ans. Donc cette question, alors, dans un moment où on parle souvent des retraités comme des nantis, etc., il faut toujours se rappeler que sur les 17 millions et demi de personnes de plus de 60 ans dans notre pays, nous avons beaucoup de gens modestes et 2 millions d'entre eux qui vivent sous le seuil de pauvreté. L'action des petits frères des pauvres, aujourd'hui, moi je la classe en 3 catégories. On a bien sûr, et c'est important, notamment dans cette période, l'accompagnement, c'est-à-dire 15 000 bénévoles qui vont accompagner ou accueillir 30 000 personnes âgées isolées, et ça depuis 1946, depuis l'existence de notre association. Nous fêterons les 80 ans des Petits Frères des Pauvres en 2026. Mais de plus en plus, nous nous questionnons sur cette question sociétale majeure auquel nos pays industrialisés font face, qui est celle du vieillissement de la population. Je vous le disais tout à l'heure, 17 millions et demi de personnes âgées de plus de 60 ans, une natalité qui, même si en France, elle est encore beaucoup plus importante que dans d'autres pays européens, il y a 150 000 bébés en moins dans ce pays par rapport à 2010, par exemple. Et donc, nous allons vers des sociétés qui vont vieillir, et nous avons quelques pays qui ont pris de l'avance sur nous. C'est le cas de la Corée du Sud, dont on parle beaucoup en ce moment, du Japon, qui sont des pays dont on observe leur organisation, on voit les effets du vieillissement sur l'organisation sociale d'un pays. Donc, on s'intéresse de plus en plus à cette question de la prévention de l'isolement social. Je pense qu'il faut on produira dans l'année 2025 des outils en libre accès pour que des personnes aux alentours de la cinquantaine, par exemple, puissent en quelque sorte s'auto-tester pour regarder la profondeur, la diversité de leurs relations sociales et peut-être prendre un certain nombre de décisions. Je pense vraiment qu'il faut qu'on agisse en prévention, comme on sait plutôt bien le faire dans notre pays dans le champ de la santé. Mais sur cette question du lien social, il y a un véritable travail à faire là-dessus. Et puis, l'autre partie, Simon, de l'action des Petits Frères des Pauvres, c'est la sensibilisation au sens large du terme. Nous intervenons dans les collèges, par exemple. Nous avons un programme qui s'appelle Génération Lien et qui permet auprès d'élèves de 5e de pouvoir les sensibiliser à l'agisme, les discriminations liées à l'âge, mais aussi les sensibiliser, c'était le thème du rapport de l'année dernière, à l'importance des relations intergénérationnelles. Parce qu'on s'aperçoit aussi que cette question de l'altération du lien social qu'on a en ce moment, elle peut aussi exister avec des gens qui sont, non pas par choix, mais parce qu'à un moment, la société crée ces conditions-là, repliés sur leur génération. Et l'ouverture intergénérationnelle, elle est très très importante, notamment puisque toutes nos politiques publiques de solidarité sont intergénérationnelles. Quand moi je travaille aujourd'hui, je cotise pour la retraite de ceux qui sont à la retraite aujourd'hui. Et ça, cette question de l'organisation des politiques de solidarité, elle est particulièrement importante et c'est pour ça qu'il faut éduquer aussi les personnes et les sensibiliser à cette existence. Sophie, j'aimerais qu'on revienne sur cette notion d'isolement, de solitude, parce que la solitude n'est pas toujours visible. Comment est-ce qu'on peut se sentir seul en étant malgré tout entouré ? Est-ce qu'on peut au fond se dire qu'il y a des mécanismes psychologiques qui entrent en jeu et qui peuvent expliquer cette sensation, cette forme de mal-être ? Oui, bien sûr, vous avez raison. Il y a plusieurs types d'isolement et bien sûr plusieurs types de solitude. Alors effectivement, il y a une solitude où les gens sont seuls et ne sont pas entourés. Et celle-là, elle est aussi difficile à voir parce qu'elle est relativement invisible. Il y a aussi une solitude effectivement avec des gens qui peut-être, et je reviens sur ce mot qui me paraît important, sur le mot de honte, de gens qui peut-être vivent des choses qu'ils considèrent eux comme étant honteuses, des divorces, des changements de situation professionnelle, des précarités, etc., qui vont faire que, même s'ils sont entourés socialement, ils n'en parleront pas, ils ne le diront pas, et ils vivront les choses totalement à l'intérieur d'eux, sans pouvoir les partager avec d'autres. Et ça, c'est une forme de solitude absolument terrible. Et donc, pour moi, la question, elle est aussi de dire aux gens que ça n'est pas honteux de vivre une situation douloureuse. C'est souvent social.
c'est souvent pas du tout la culpabilité de la personne qui vit ça, c'est souvent un phénomène plutôt social de la société qui n'assiste pas suffisamment, qui n'aide pas suffisamment les gens. Aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui se retrouvent au chômage, effectivement, vous parliez d'âge, qui se retrouvent au chômage à 55 ans ou à 60 ans, même dans des situations extrêmement précaires. Et c'est bien parce qu'il n'y a plus suffisamment de travail, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas travailler. Et donc, on est beaucoup aujourd'hui dans des systèmes où on culpabilise l'individu, alors qu'en fait, on est dans un système qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus en termes de solidarité et en termes humains. Et donc, la personne va porter le poids de la culpabilité, de la honte, et ne pas le reporter sur le système et sur le social, et donc va s'isoler à cause de ça. Et je crois qu'une des choses qu'on peut faire en prévention, c'est effectivement que d'essayer de faire en sorte que les gens ne portent pas le poids de la responsabilité, de la culpabilité et de la honte sur leurs simples épaules. Ce qui ne veut pas dire non plus devenir des victimes et se considérer comme des victimes et se dire qu'on ne peut rien faire et que tout est de la faute de la société. On doit essayer de trouver une sorte d'équilibre entre la responsabilité individuelle de chaque humain et la responsabilité collective aussi sociale. Merci beaucoup. Chers amis, vous restez en notre compagnie. Dans les prochaines minutes, on va revenir un petit peu sur les actions que l'on peut faire chacun à son niveau pour agir sur ces questions d'isolement et notamment lors de cette période particulière des fêtes de fin d'année. On se retrouve dans quelques instants, juste après ces quelques notes de musique. Voici Popcorn Salé, c'est Santa qui nous accompagne sur les ondes de Radio Fidélité et Radio Grand Ciel. Je pourrais jouer le faux héros au milieu des flammes, repartir à zéro pour un supplément d'âme. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire que tout ira mieux. Je mettrai la musique plus fort pour plus entendre dehors. Allez viens, je t'emmène loin, regarder le monde s'écrouler. Il y aura du popcorn salé, il y aura un nouveau monde à nos pieds. Je pourrais jouer les beaux mots au milieu des femmes, le premier domino de ton cœur qui s'emballe. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire qu'avant c'était mieux, remettre la musique plus fort pour plus entendre nos remords. J'entendrai les bravos étouffer les flammes, j'éteindrai le chaos, tu seras ma femme. Et on se regardera dans les yeux, dire que demain sera mieux. Je chanterai toujours plus fort pour qu'on m'entende dehors. Allez viens, je t'emmène loin, regarder le monde s'écrouler. Il y aura du popcorn salé, il y aura un nouveau monde à nos pieds. Oh, allez viens, je t'emmène loin, regarder le monde s'écrouler. Il y aura du popcorn salé, il y aura un nouveau monde à nos pieds. Oh, allez viens, je
Santa, c'était Popcorn Salé à l'instant sur les ondes de Radio Fidélité et Radio Grand Ciel. On poursuit notre émission, ce rendez-vous fidélité. On vous parle aujourd'hui de la solitude pendant les fêtes qui touchent particulièrement nos aînés. Nous avons évoqué les différentes formes d'isolement et les actions notamment menées par les petits frères des pauvres. Poursuivons, si vous le voulez bien, avec les solutions que chacun peut apporter. Et Sophie Braun, je vais me tourner vers vous. Comment faire le premier pas vers quelqu'un qu'on suppose être isolé? Est-ce qu'il y a une bonne façon d'avoir justement cette approche pour pas brusquer la personne, la mettre directement dans une posture où elle ne serait pas en capacité de recevoir la main qu'on peut lui tendre? Oui, c'est difficile. J'avais travaillé avec des équipes sur la question de aller vers, qui est aujourd'hui mise en avant, mais c'est vraiment difficile, bien sûr, parce que les gens qui se replient et qui sont dans l'isolement mettent en place des défenses pour leur permettre de supporter. Et il faut d'une certaine façon dépasser ces défenses. Alors je vais dire quelque chose qui est un petit peu un truisme, mais dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry, je crois qu'on a la question de l'apprivoisement du renard. C'est le renard qui va expliquer au Petit Prince comment il va pouvoir tous les jours avancer un tout petit peu l'écuelle pour que effectivement il se mette en confiance. Je crois que la question essentielle, c'est la question de la confiance dans la relation. Ça veut dire que c'est pas évidemment, mais vous le savez mieux que moi, bien sûr, parce que vous le faites tous les jours. C'est pas le jour de Noël ou c'est pas 8 jours avant que les choses se passent. C'est bien avant, dans quelque chose qui va au fur et à mesure faire que les gens vont pouvoir avoir confiance dans les personnes qui vont aller vers elles, dans ce qui va être mis en place. Confiance dans le fait que justement, on va pas jouer sur leurs blessures, on va pas... et puis aussi qu'on est des humains tous, qu'on n'y va pas avec un sentiment de supériorité sur l'autre, mais qu'on y va avec un vrai sentiment d'égalité, et qu'on soit très conscient aussi, nous, qu'on peut aussi dans la vie rencontrer les mêmes épreuves, se retrouver dans des situations de ce type-là ou d'autres types, et qu'on soit très conscient de cette humanité partagée. Et je crois qu'à ce moment-là, quelque chose est possible dans la rencontre avec l'autre. Mais ça prend du temps, exactement ce que le renard raconte au Petit Prince dans Le Petit Prince. Je crois que c'est vraiment une image, moi, qui est très présente en moi quand j'accueille des patients et qui sont dans des situations d'isolement, par exemple. On peut, aujourd'hui, avec les jeunes, par exemple, on peut faire des séances par téléphone parce qu'ils n'arrivent pas à venir jusque dans nos cabinets. On sort, on va... Il y a beaucoup de nouvelles pratiques très différentes de celles qu'on avait avant, pour pouvoir aller justement vers les gens. Mais ce que vous faites évidemment, ce que les bénévoles font toute la journée, toute l'année, en permanence, bien sûr. Eh bien justement, on va regarder du côté de l'expérience qu'est la vôtre, Jeanne-Marie Coé. Que diriez-vous, vous, à quelqu'un qui hésite à devenir bénévole? Comment est-ce qu'on peut encourager l'engagement du plus grand nombre pour aller tendre la main vers ceux qui sont aujourd'hui isolés, et en particulier nos aînés? C'est pas facile. C'est pas facile, on se rend compte qu'actuellement, c'est vrai que chez les bénévoles, il y a aussi beaucoup de... Pas chez les bénévoles, mais chez les personnes qui pourraient devenir bénévoles, une forme d'égoïsme, on prend sa retraite, et puis on dit on va profiter, et puis on va profiter, et puis il arrive un moment où on se dit peut-être que j'irai bien vers les autres un jour, comme ça. Personnellement, alors un cas, j'ai rencontré un jour une équipe, il y a 16 ans, un peu plus de 16 ans maintenant, j'ai rencontré une équipe dans un supermarché qui faisait la promotion, on va dire, entre guillemets, des petits frères des pauvres. J'avais entendu les petits frères des pauvres un jour par une amie de ma fille, mais comme ça, tout à fait par hasard. Donc j'ai regardé les personnes qui étaient présentes et elles m'ont expliqué que on allait vers les autres, qu'on pouvait aller leur rendre des visites, qu'on pouvait faire plein de choses, on pouvait faire de l'administratif, n'importe quoi. Et puis ça m'a tenté et c'est comme ça que j'ai commencé. Mais actuellement, c'est vrai que c'est beaucoup de personnes qui veulent devenir bénévoles se présentent, c'est vrai. Et puis, mais c'est la politique du
du jetable quelque part, on a du mal à les garder. Et on essaie, nous, avec nos petits moyens, de faire en sorte de les garder, c'est-à-dire créer des petits groupes par équipe, communiquer par WhatsApp, se réunir dans un lieu, comme disait Madame tout à l'heure, dans un lieu différent, parce que, bon, être dans un local tout simple, c'est pas forcément le plus intéressant. Et puis, bon, déjà, dès le départ, on va pas tout seul chez une personne, donc on y va avec une nouvelle personne, on lui présente un petit peu ce qu'on fait. Il y a tous les invités à une journée où on accueille les personnes âgées pour leur faire découvrir ces personnes en groupe pour pas qu'elles soient trop gênées. Il y a toutes ces façons de faire. Je ne sais pas si ce sont les meilleures, mais on essaie de faire comme ça. Yann Lanier, votre association propose un kit qui s'appelle Chasseurs de solitude. De quoi est-ce qu'il s'agit exactement ? Eh bien, Simon, c'est pour aller dans le droit fil de Jeanne-Marie, c'est pour ceux qui ne sont justement pas bénévoles ou qui ont pas forcément sont pas prêts à le devenir. Alors, je rappelle je vous le disais tout à l'heure, on a des bénévoles de toutes les générations. Alors c'est vrai, Jeanne-Marie le disait, hein, il y a des gens qui ne font que passer, et puis il y a des gens qui restent des années, voire des dizaines d'années dans la maison. Donc c'est toujours compliqué d'en faire le profil. Peut-être juste avant de vous parler de chasseurs de solitude, Simon, moi je suis frappé de voir à quel point quand on a sensibilisé les personnes à ce qu'était l'isolement social, combien elles y sont attentives après. Et je profite de votre antenne pour vous citer une anecdote tout à fait personnelle pas plus tard que la semaine dernière. Je faisais la file d'attente dans un petit supermarché proche de chez moi et il y avait un monsieur dont je sentais qu'il voulait rentrer je sentais qu'il avait besoin de parler. Et le monsieur, il a développé une stratégie de laisser passer la jeune fille devant lui qui n'avait qu'un article alors que lui en avait plusieurs. Et en fin de compte, ça s'est passé super bien puisque il a engagé la conversation. Et je discutais après avec cette jeune femme en lui disant, vous savez, il a peut-être parlé qu'à vous depuis le début de la semaine ou peut-être dans la journée, et en fin de compte, en l'espace de 2 minutes, je crois qu'elle a compris ce que pouvait être l'isolement social, parce que le monsieur, après, lui demandait si elle avait des enfants, tout ça, etc. Il pouvait même on sentait qu'il avait envie de parler. Chasseur de solitude, on l'a construit comme ça. C'est un kit que vous pouvez télécharger sur le site internet des Petits Frères des Pauvres. On a de plus en plus de collectivités locales qui aujourd'hui deviennent des villes chasseurs de solitude. C'est-à-dire qu'elles mettent à disposition des citoyens qui ont repéré dans leur immédiate proximité la cage d'escalier, le lotissement, la rue, une personne dont on sait que ses contacts sociaux sont extrêmement faibles. Eh bien, ces petits outils vont donner l'occasion, ça va être le déclencheur pour oser rentrer en relation avec cette personne. Donc il y a des petites cartes qu'on peut mettre dans la boîte aux lettres pour savoir si, sans être intrusif, on peut partager un thé avec la personne. Ça peut être aussi l'occasion de, je sais pas, quand on va à la boulangerie un dimanche acheter des petits gâteaux, d'en acheter un de plus pour la personne et de passer du temps avec elle. C'est les petits outils qui vont donner envie de rentrer en relation. Et puis, même si ça donne pas envie de rentrer en relation, simplement le fait de les télécharger, ça vous sensibilise à la question de l'isolement social. Alors voilà, on essaye de fabriquer de plus en plus de solutions comme ça, très concrètes, pour que nos concitoyens ont envie d'agir sur ces questions-là, parce que je le rappelle beaucoup, l'isolement social, c'est pas législatif et c'est pas réglementaire en termes de solutions. Nos députés demain vont pas faire une loi contre l'isolement social, et quand bien même l'envie leur en prendrait, ça ne servirait strictement à rien. C'est vraiment au niveau local et notamment au niveau des communes qu'on peut réfléchir à la fois à lutter contre l'isolement social, mais surtout à construire des plans de préservation du lien social. Et je pense que là, il y a vraiment de l'action publique associative, mais y compris dans les entreprises. Madame Brun parlait du télétravail tout à l'heure. Effectivement, la question du télétravail et de ses conséquences sur
la vie sociale des personnes est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer et tout le monde n'est pas heureux en full télétravail, contrairement à une petite musique qu'on laisse souvent entendre. Je profite qu'on soit dans le propos constructif. Sophie, vous qui êtes psychanalyste, comment est-ce qu'on peut transformer cette période qui, parfois, on l'a évoqué, peut être potentiellement anxiogène, en un moment plus positif? Est-ce qu'il y a des rituels à mettre en place? Est-ce qu'on a une manière de pouvoir se réapproprier cette période des fêtes de Noël, de fin d'année? Oui, je voulais dire d'abord peut-être que être bénévole ou donner de son temps, c'est d'abord gratifiant pour soi-même. C'est aussi donner du sens à sa vie. Et que peut-être c'est ça qu'on perd aujourd'hui dans le sens de la relation, c'est que donner, ça nous donne un sens supérieur à celui d'une vie quotidienne. Et peut-être que c'est par là qu'on peut se réapproprier quelque chose dans la relation. Je crois qu'il ne faut pas être angélique et se dire que quand on fait quelque chose, on le fait aussi pour soi. Et même quand on donne, et même quand on est bénévole, je pense qu'on le fait aussi pour soi. Et ça donne beaucoup de sens à la vie. Et ça, c'est peut-être ce qu'on oublie aujourd'hui et ce qu'on oublie dans le fondement de la relation humaine. C'est que c'est pas seulement recevoir, c'est aussi bien sûr donner. Moi, je crois que Noël, ça reste, même si, alors moi j'en vois dans mon cabinet les aspects plutôt négatifs, avec les gens qui ont peur, les blessures qui reviennent, etc. Mais quand même, n'oublions pas que ça reste quelque chose d'extrêmement chaleureux, d'extrêmement joyeux, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Après, je crois qu'il faut distinguer l'aspect commercial de l'aspect, on pourrait dire, sur vos antennes à vous, spirituel, et qu'il faut qu'on se batte tous quand même pour que l'aspect commercial ne prenne pas le dessus sur, justement, la chaleur humaine et les relations sociales. Et le risque aujourd'hui de Noël, c'est que ce soit l'aspect commercial, j'ai pas eu le cadeau qui, je voulais ce cadeau, j'ai pas assez d'argent pour offrir tel cadeau, etc. Et cet aspect-là, il est profondément néfaste pour la relation humaine. Et je crois qu'un Noël réussi, c'est un Noël où, bien sûr, on va avoir des cadeaux, mais pas trop. Parce que le vrai cadeau, c'est de passer du temps ensemble, c'est de faire à manger ensemble, même si on fait un truc assez simple. C'est de se redonner du temps ensemble. Et le temps, c'est peut-être ce qu'on prend le moins dans nos sociétés d'aujourd'hui, ou ce qu'on se donne le moins aussi. Justement, dans notre société moderne, vous considérez que l'isolement des aînés, c'est une fatalité? Est-ce que ça veut dire qu'il faut peut-être questionner notre modèle social? Oui, bien sûr. Bien sûr que mettre les gens âgés dans des EHPAD, ça se questionne. Voilà. Et moi, j'aime beaucoup aujourd'hui toutes les initiatives qui sont faites, qui réunissent ce que vous disiez, Yann, l'intergénérationnel, où on va mettre des enfants avec des gens âgés. Voilà. Mais bien sûr que c'est tout un modèle d'individualisme que l'on doit aujourd'hui réarticuler un peu autrement et se reposer un peu d'autres questions, oui, absolument. Et Noël fait partie de ça. Yann, penser aux gens âgés à Noël, bien sûr. Pardon Sophie. Yann, je me retourne vers vous. Si on regarde un petit peu notre société, vu qu'on parlait à l'instant du fait de l'impact que peut avoir notre société pour malheureusement élargir certains fossés entre nous, est-ce que d'une certaine façon aussi notre dématérialisation à tout va, et notamment celle des services publics, peut aggraver ces notions d'isolement? Comment est-ce qu'on aborde aux petits frères des pauvres cette question de la fracture numérique dont on peut souvent entendre parler, mais qui peut sembler pourtant pour certains extrêmement abstrait, notamment pour les plus jeunes qui sont hyper connectés? La fracture numérique, on peut se dire oui, bon, à la rigueur, j'ai pas d'imprimante, voilà, elle est là ma fracture numérique, mais c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, notamment pour les plus âgés et les plus isolés. Oui, tout à fait. Je crois qu'on minore totalement ce problème de la fracture numérique en se disant que génération après génération, le taux d'équipement en écran progresse et que là-dessus, ça nous permet ça permet aux décideurs publics de montrer que globalement, il n'y a pas tant que ça de fracture numérique. Alors, c'est une erreur à mon sens sur deux points.
Premièrement, c'est pas parce que des générations plus jeunes sont équipées qu'elles ont une utilisation administrative aujourd'hui de leurs outils numériques. Moi, je suis toujours assez étonné de voir que, par exemple, aujourd'hui, le développement des coffres-forts numériques, c'est plutôt très bien pour classer ses bulletins de salaire. Quand vous changez 4 fois par an d'entreprise et que vous en avez 4 et que vous pouvez possiblement en avoir 5 ou 6 demain, je crains que des personnes demain, notamment le moment venu de faire valoir leurs droits à la retraite, etc., peuvent avoir des difficultés administratives là-dessus. Et puis, cette question pour les personnes âgées d'inaccessibilité au numérique, pour moi, c'est de la rupture d'égalité citoyenne, mais c'est ce que j'appelle, alors je ne sais pas, le mot est assez fort, mais c'est de la désaffiliation républicaine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et heureusement que des solutions, alors il y a des choses qui marchent, je veux dire, les maisons France Service aujourd'hui, à peu près, qui avaient été pensées pour exister à peu près à 30 minutes de tout le monde, globalement, c'est pas le panacée complète sur la solution, mais ça offre un service qui, notamment dans la grande ruralité, peut permettre une bonne accessibilité. Et puis, il y a ce côté couteau suisse de la personne qui vous reçoit, qui est capable, a priori, de faire le premier niveau d'un tout un tas de petits problèmes administratifs. Mais vous voyez, on sensibilise tous les responsables publics qu'on rencontre, des ministres aux parlementaires, pour leur expliquer que pour être aidant connect aujourd'hui, par exemple, c'est-à-dire d'avoir le droit de posséder légalement le numéro fiscal de Madame Dupont ou le numéro de sécurité sociale de Monsieur Durand, parce qu'ils ne peuvent pas l'être, vous devez avoir un lien de subordination. Vous devez être salarié. C'est-à-dire qu'un bénévole ne peut pas être aidant connect et un service civique ne peut pas être aidant connect. Quand je vous parlais tout à l'heure de 17,5 millions de personnes de plus de 60 ans dans notre pays, on va être face à de plus en plus de personnes qui vont avoir besoin d'être accompagnées numériquement. Et je pense que là, on a, comme beaucoup de situations dans cette question du grand âge, un vrai problème de passage à l'échelle. C'est-à-dire que Sophie parlait de quelques initiatives intergénérationnelles. Alors, je ne vais pas faire le débat là-dessus parce que je trouve que parfois on a des initiatives qui sont purement cosmétiques. Ce n'est pas parce que vous ouvrez une crèche dans un EHPAD que vous créez forcément de l'intergénérationnel. En plus, je me questionne sur le fait de mettre deux publics qui peuvent, pour tout un tas de questions de fragilité, je ne suis pas sûr que ça se rencontre vraiment dans la vraie vie, mais ça fait des jolies photos. Donc, il faut qu'on soit attentif à faire de la politique du réel sur ces questions-là et à se dire, mais on a près de 30% de nos concitoyens en 2030 qui auront plus de 60 ans. Et comme le disait Jeanne-Marie sur les bénévoles tout à l'heure, qu'est-ce qu'on leur raconte à ces citoyens-là? Qu'est-ce qu'on leur raconte sur la préparation de leur vieillissement? Qu'est-ce qu'on leur raconte sur leur contribution à la vie sociale, quand ils sont comme bénévoles ou comme citoyens, tout simplement? Et puis quand ils perdent de l'autonomie, et je rappelle que tout le monde ne perd pas de l'autonomie. Il y a 700 000 de nos concitoyens qui vivent en EHPAD aujourd'hui parce que, manifestement, ils sont en perte d'autonomie, mais c'est pas la majorité des personnes âgées. Donc, faisons attention à ne pas réduire les personnes âgées à la perte d'autonomie. Il y a des gens qui meurent en bonne santé, hein, et âgés aussi. On rentre là dans les 3 dernières minutes de l'émission. Peut-être pour aller à l'essentiel, en 1 minute 30, Sophie, avec là, du coup, les fêtes qui arrivent, quels conseils vous pourriez donner à nos auditeurs pour être plus attentifs à leurs proches pendant ce moment de l'année? Alors, je reviens 30 secondes sur une idée qui me semble essentielle, c'est que quand on se sent exclu, on va accentuer cette forme d'isolement. Et je trouve que c'est très intéressant, là, l'idée de la fracture numérique, par exemple, parce que si on se sent exclu, vous savez, il y a cette phrase qui dit feignant de maîtriser ces choses qui nous dépassent. C'est l'abstention des jeunes en politique, par exemple, aujourd'hui. Hein. Si la parole, on pense qu'elle n'a plus de voix, de poids, alors on va s'auto-exclure. Et ça, c'est un phénomène extrêmement important. Donc, il faut faire attention à ces sentiments d'exclusion, c'est évident. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire, mais alors là, je crois vraiment que les 2 autres intervenants en parlent beaucoup mieux que moi, faire des petits gestes, c'est-à-dire effectivement téléphoner à quelqu'un, lui proposer de venir
partager. Moi, je vois beaucoup d'initiatives aujourd'hui, par exemple, de fêtes de Noël, de gens isolés qui se réunissent, des gens seuls, et qui vont fêter Noël, qui n'ont pas forcément de liens familiaux, mais qui vont simplement se réunir comme ça, en se disant, bah oui, je sais que toi t'es seul, toi t'es seul, toi t'es seul, allez, on va faire quelque chose. Voilà, des petites choses comme ça, c'est-à-dire d'essayer d'aller vers l'autre. Mais encore une fois, c'est pas si simple, parce que c'est pas que ce soir-là, ça demande d'avoir bien travaillé bien avant. Pour terminer, Jeanne-Marie Coé, est-ce que, avec tout ce qu'on a évoqué jusque-là, qui est pas toujours très gai, soyons honnêtes, hein, est-ce que vous gardez, vous, l'espérance en tant que bénévole et cette envie profonde de pouvoir tendre la main aux autres et rompre cette solitude ? Ah, complètement, parce que si on baisse les bras nous-mêmes, là, ça va plus aller du tout. Hein. Non, mais nous, là, on est dans l'esprit de Noël et puis nous, on se prépare à fond dans l'équipe de Nantes-Est. Et je reviens effectivement sur le terrain en disant, nous, on a 75 personnes qu'on accompagne. On va avoir la chance d'en avoir 25 qui vont participer au grand repas de Noël. On va distribuer 37 colis à domicile avec des bénévoles qui iront passer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures quelquefois parce que la personne a besoin de parler. Et puis, on se rend compte qu'on a 13 personnes qui, heureusement, seront en famille. Un grand merci à tous les trois d'avoir pris le temps de nous éclairer sur ce sujet. Jeanne-Marie Coé, je rappelle que vous êtes bénévole pour les Petits Frères des Pauvres ici en Loire-Atlantique. Yann Lanier, le directeur général des Petits Frères des Pauvres, était aussi avec nous. Sophie Brunn, vous êtes psychanalyste, auteur notamment de La Tentation du Repli et d'autres ouvrages. Un grand merci à tous les trois de nous avoir fait partager un petit peu votre regard sur cette question de l'isolement, notamment à l'approche des fêtes de Noël et de fin d'année. Le rendez-vous fidélité revient dès demain sur les ondes de Radio Fidélité et Radio Grand Ciel.